Aujourd'hui, quand on doit s'exprimer oralement ou par écrit, et qu'on ne sait pas comment commencer, c'est très simple. Il suffit de dire « nous sommes à un tournant ». Quel que soit le sujet, on peut dire « nous sommes à un tournant », c'est toujours valable. On peut parler de l'effet des activités humaines sur les climats, on peut parler de la pollution des océans par les plastiques, on peut parler de des relations entre la France et la Russie, on peut parler de la naissance des bébés. Quel que soit le sujet, on peut dire « nous sommes à un tournant ». C'est ce que nous allons faire, c'est comme ça que nous allons commencer ce soir, et nous allons essayer d'analyser ce tournant. Pourquoi aujourd'hui, apparemment, on peut s'attendre à de grands changements dans la façon dont naissent les bébés. Et ce que nous allons souligner avant tout, c'est qu'il est vraisemblable que dans un avenir proche, les conditions de la naissance des bébés humains seront influencées par ce que nous sommes en train d'apprendre de disciplines scientifiques émergentes à évolution très rapide. Et le point commun qu'ont toutes ces disciplines scientifiques qui, soudain, nous atteignent, c'est qu'elles ont toutes quelque chose qui les réunit, c'est qu'elles contredisent très souvent notre conditionnement culturel et la tradition. C'est comme si aujourd'hui, il y a de plus en plus de discordance, de différence, de distance entre ce qu'est d'une part notre conditionnement culturel et la tradition d'un côté, et ce que nous apprennent ces disciplines scientifiques émergentes en plein développement. Alors pour amorcer cette soirée, je vais me contenter de donner quelques exemples de telles contradictions. Et je vais commencer, la plupart de ces contradictions ont pour origine des disciplines qui se sont développées surtout au XXIe siècle, très récemment, mais je vais commencer par un exemple plus ancien, et je vais évoquer une des grandes découvertes de la deuxième moitié du XXe siècle. Comment, soudain, nous avons appris quelque chose que personne ne savait il y a un demi-siècle. Et ça va être une bonne occasion de montrer ces contradictions entre conditionnement culturel et discipline et perspective scientifique. Alors, qu'avons-nous appris il y a environ un demi-siècle? Eh bien, qu'avons-nous appris grâce à des disciplines scientifiques émergentes sophistiquées? Eh bien, nous avons appris qu'un nouveau-né a besoin de sa mère. Il y a 50 ans, on ne savait pas. Les gens de ma génération peuvent en témoigner. Je peux évoquer la période où j'étais externe. À l'époque, il y avait des externes dans les hôpitaux. J'étais externe à la maternité de l'hôpital Boucicaut à Paris. Ça se passait en 1953-1954. Eh bien, pendant le temps que j'ai passé dans cette maternité, je n'ai jamais entendu parler d'une mère qui, immédiatement, après avoir mis au monde son bébé, aurait dit « Est-ce que je peux garder mon bébé contre moi ?» Jamais. Le conditionnement culturel était trop fort. La sage-femme faisait ce qui s'est fait depuis des millénaires, depuis qu'on a socialisé l'accouchement. Elle coupait le cordon et elle donnait le bébé à la personne qui devait s'occuper du bébé. La personne s'occupait du bébé selon les habitudes de l'époque, c'est-à-dire qu'elle effaçait le vernix caseosa, cette crème blanche sur la peau du bébé, elle le lavait un petit peu, elle lui mettait des petites gouttes dans les yeux, elle lui faisait boire un peu d'eau sucrée, tout ce qui était habituel à l'époque, et puis elle mettait le bébé dans un berceau, et pendant le séjour à la maternité, le bébé était dans une nurserie, au milieu d'autres bébés, et les mères étaient ailleurs. Donc ça, c'est pas tellement vieux, c'était le milieu du XXe siècle. Eh bien,
cette attitude, en fait, était la conséquence de millénaires de traditions, de conditionnement culturel. Depuis des millénaires, dans pratiquement toutes les sociétés humaines que nous connaissons, il y a toujours eu des croyances, des rituels dans la période périnatale, une très grande diversité, mais l'effet finalement a presque toujours été le même. L'effet a toujours été de séparer la mère du nouveau-né et de retarder l'initiation de l'allaitement maternel. Alors, on n'a pas le temps de citer des centaines de croyances et de rituels apparemment d'une grande diversité, mais qui ont toujours le même effet. Il y a une croyance qui était très puissante, documentée sur les 5 continents, c'est la croyance selon laquelle le colostrum, ce que le bébé peut trouver dans le sein de sa mère, dès le temps après la naissance, c'est ce qu'on sait aujourd'hui, on pensait que le colostrum n'était pas bon pour le bébé. Donc il était préférable que le bébé soit séparé de sa mère. C'était une vieille croyance. Donc en fait, on était encore sous l'effet de ce conditionnement culturel au milieu du XXe siècle. Et puis, soudain, dans les années 70, alors là, il y a eu cette grande découverte scientifique. Comment, soudain, une combinaison de perspectives scientifiques nous ont appris qu'un nouveau-né a besoin de sa mère. Alors ça a commencé par les scientifiques qui étudiaient le comportement des mammifères en général, les éthologistes, qui ont introduit des mots nouveaux, comme le mot attachment, c'est venu surtout de la langue anglaise, bonding, attachment, etc., etc. Le vocabulaire est important, des mots nouveaux. Ça a inspiré des études dans l'espèce humaine, des études sophistiquées, appelées randomisées contrôlées, des effets d'une intervention complètement nouvelle, le contact immédiat de peau à peau entre la mère et le nouveau-né, c'était complètement nouveau. Et puis d'autres ont étudié en même temps le contenu du colostrum. Ah, ils ont dit, mais apparemment c'est précieux. Puis d'autres ont étudié les effets comportementaux d'hormones qui fluctuent dans la période qui entoure la naissance. Et puis, par l'observation, on a appris qu'un nouveau-né, a priori, peut trouver le sein de sa mère dans l'heure qui suit la naissance. Et puis les bactériologistes, les muséologistes nous ont dit, mais idéalement, le nouveau-né, idéalement, le corps du nouveau-né devrait être d'abord colonisé par des microbes qui viennent de la mère, parce que le bébé a les mêmes anticorps que sa mère. Et voilà ce que nous avons appris soudain dans les années 1970. Comment soudain des méthodes, disciplines scientifiques sophistiquées, des méthodes scientifiques sophistiquées en combinaison en quelque sorte, nous ont appris qu'un nouveau-né a besoin de sa mère, ont mis à l'épreuve des millénaires de conditionnement culturel. Donc voilà un premier exemple de distance entre, d'une part, conditionnement culturel et d'autre part, ce que nous apprennent des disciplines scientifiques en pleine évolution, des disciplines émergentes. Mais il y a beaucoup d'autres exemples. On va prendre un autre exemple. Selon notre conditionnement culturel, il y a une association entre stress et connotation négative. Il faut éviter les stress. Les stress, c'est dangereux. Il faut éviter le stress. C'est dangereux. Ça, c'est notre conditionnement culturel actuel. Mais en même temps, il faut réaliser que là, un des sujets très étudiés soudain par des physiologistes, ce sont les effets de la privation en stress. Les physiologistes nous disent qu'on ne peut pas vivre sans être exposé de temps à autre par des hormones de stress. On a besoin de stress. On a besoin d'hormones de stress dans certaines situations. Et ça, c'est soudain un sujet d'étude, la privation de stress. Et il se trouve qu'il y a une situation dans l'espèce humaine qui est quasi expérimentale, qui est idéale pour étudier les effets de la privation en stress. C'est le cas particulier des bébés nés par césarienne avant le début du travail. Quand un bébé est né par césarienne avant le début du travail, il n'est pas exposé aux hormones de stress maternel et fœtal. Il était dans l'utérus et soudain, il se retrouve dans l'atmosphère sans être exposé
à des hormones de stress. Alors c'est une situation idéale, aujourd'hui pour les physiologistes, d'étudier les effets de la privation en stress. Le cas particulier des bébés nés par césarienne avant le début du travail. Alors je vais aller très vite sur ce qu'on sait depuis longtemps. Quand je dis longtemps aujourd'hui, ça veut dire 20 ou 30 ans. On sait très bien aujourd'hui que les hormones de stress maternel et fœtal jouent un rôle important dans la maturation des poumons du bébé. Ça se sait, ça a des applications pratiques. Les sages-femmes, les médecins peut-être qui sont ici, savent que si une femme, par exemple, est sur le point d'accoucher prématurément, eh bien on se dépêche de donner à la mère des corticostéroïdes, c'est-à-dire l'équivalent d'hormones de stress, pour achever la maturation des poumons du bébé. Donc ça, c'est bien connu. Puis on sait aussi que le bébé libère ses propres hormones de stress, en particulier ce qu'on appelle la noradrénaline. Donc, en quelque sorte, qui est importante aussi pour la maturation de ses poumons. Donc ça, c'est une chose qui est bien connue. Les hormones de stress maternelles et fœtales jouent un rôle important dans la maturation des poumons du bébé, c'est-à-dire dans son adaptation à l'atmosphère. Mais il se trouve que depuis, ça c'est déjà ancien, plusieurs décennies, mais je veux mettre l'accent sur tout ce que nous avons appris au cours de ces 2 ou 3 dernières années. Tout ce que nous avons appris sur le rôle important d'un très grand nombre d'hormones qu'on peut qualifier d'hormones de stress, d'hormones impliquées dans l'accouchement, d'hormones qui ne sont pas libérées quand une femme a une césarienne avant le début du travail. J'ai parlé de la noradrénaline, cette hormone de stress libérée par le fœtus. Le fœtus se protège du stress de l'accouchement en libérant ses propres hormones, sa noradrénaline, avec un joue beaucoup de rôles, y compris la maturation des poumons. Mais on a appris soudain que cette noradrénaline, cette hormone de stress, a bien d'autres rôles à jouer. Un bon exemple, c'est ce que nous avons appris sur l'importance de la noradrénaline, l'hormone de stress fœtal, sur la maturation du sens de l'odorat. Pour cela, on a appris cela grâce en particulier à une expérience suédoise très élégante, très simple, mais très élégante, c'est l'expérience par Varandi. Son équipe a exposé, dès la naissance, a exposé des nouveau-nés à des odeurs spécifiques. Il leur a fait sentir des odeurs spécifiques. Et ils ont montré que 3 ou 4 jours après, de toute évidence, les nouveau-nés reconnaissaient ces odeurs. Tous les bébés reconnaissaient ces odeurs, sauf ceux qui étaient nés par césarienne avant le début du travail. Ils ne reconnaissaient pas les odeurs. Et comme l'un des aspects de l'étude avait été d'évaluer les concentrations en noradrénaline, en hormone de stress fœtal, eh bien la conclusion, c'est que cette hormone de stress fœtal est importante pour la maturation du sens de l'odorat. Voilà une donnée récente. Vous pensez peut-être que c'est intéressant, mais c'est plus qu'intéressant. C'est important. C'est important parce qu'on sait aujourd'hui, une chose que j'ai déjà dite dans les années 70, mais c'est confirmé par des méthodes scientifiques sophistiquées, c'est que c'est en grande partie par le sens de l'odorat que le nouveau-né est guidé vers le sein de sa mère. Aujourd'hui, on sait qu'un bébé peut trouver le sein de sa mère dans leur cuisse à la naissance. C'est quelque chose d'important. Et il y a même des études qui montrent que dans une certaine mesure, c'est par son sens de l'odorat que le nouveau-né identifie sa mère. Donc voilà un exemple de données très récentes. Une hormone de stress, l'hormone de stress, la noradrénaline, qui a des rôles à jouer que jusqu'à présent, on n'avait pas imaginé. Je donne un autre exemple. On a mesuré dans le sang de bébé les concentrations en mélatonine. Vous avez entendu
sans doute parlé de la mélatonine. La mélatonine, on l'appelle quelquefois couramment l'hormone de l'obscurité. Le fait d'être dans le noir, ça facilite la libération de mélatonine. Eh bien, la mélatonine a beaucoup de rôles à jouer. On sait aujourd'hui que c'est une hormone importante dans l'accouchement qui travaille avec l'ocytocine. Eh bien, on a montré que dans le sang des nouveau-nés, il y avait des concentrations significatives de mélatonine. Sauf ceux qui étaient nés par césarienne avant le début du travail. Ceux-là, ils n'ont pas de mélatonine dans leur sang. C'est une confirmation que la mélatonine est impliquée dans l'accouchement. Et là encore, c'est important lorsqu'on rappelle que la mélatonine est protectrice, elle a des propriétés antioxydantes. Elle protège le bébé. Eh bien, les bébés naissent avec de la mélatonine dans leur sang, avec de l'hormone de l'obscurité dans leur sang, sauf ceux qui sont nés par césarienne avant le début du travail. Un autre exemple, dans le sang du nouveau-né, il y a un facteur. Vous pouvez oublier le nom, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de comprendre l'ensemble. Un facteur qui s'appelle l'adiponectine, qui est important dans le métabolisme des acides gras, dans le métabolisme des lipides. Eh bien, dans le sang des nouveau-nés, il y a de l'adiponectine, sauf ceux qui sont nés par césarienne avant le début du travail. Ils n'en ont pas. Alors, ça soulève des questions, parce que théoriquement, bien sûr, c'est approuvé par des études épidémiologiques, théoriquement, le fait de ne pas libérer de l'adiponectine pour naître, ça devrait être un facteur de risque pour, par la suite, développer une obésité, ça, a priori. C'est approuvé, c'est à démontrer, mais ça, c'est purement théorique. Donc voilà un autre exemple de distance entre ce que nous apprenons de disciplines scientifiques émergentes et ce qu'est notre conditionnement culturel. À propos des hormones de stress, je pourrais en dire plus que cela, parce que je n'ai évoqué que des études faites dans l'espèce humaine, mais il y a en cours beaucoup d'études chez des mammifères non humains qui suggèrent que les hormones de stress fœtal, d'une façon, je n'entre pas dans les détails, jouent un rôle important dans le développement de certaines structures cérébrales, comme l'hippocampe, comme le cortex, etc., etc. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Je voulais apporter de contradiction entre notre conditionnement culturel d'un côté et ce que nous apprennent les disciplines scientifiques émergentes. D'un côté, il faut éviter les stress. Le stress, c'est dangereux. Le stress associé à des connotations négatives. Puis d'un autre côté, les physiologistes qui étudient la privation en stress. Ils nous disent on a besoin de stress, donc on ne peut pas toujours vivre sans hormones de stress. C'est une contradiction. Je vais donner un autre exemple. Selon notre conditionnement culturel, les microbes sont des ennemis. On associe microbes et maladies. Les microbes sont des ennemis. Il faut se débarrasser des microbes, il faut tuer les microbes. Bon, ça, c'est déjà ancien, c'est l'effet des interprétations des travaux de Pasteur en particulier. Voilà notre conditionnement culturel, qui était encore très fort quand j'étais externe à la maternité de Boussicot à Paris, 1953-1954. Une des grandes préoccupations des sages-femmes à l'époque, c'était de protéger les bébés contre les microbes. Tous les microbes, y compris ceux qui viennent de la mer. Ce qui fait que quand la mère arrivait en travail, on la rasait, on la lavait, on lui faisait un lavement. Quand le bébé était finalement autorisé à trouver le sein, après 2 ou 3 jours, on mettait une solution antiseptique autour du mamelon. Ça, c'était le conditionnement culturel, protéger les bébés contre les microbes. Et je répète, ce n'est pas tellement vieux, c'est le début des années 50, c'est le milieu du XXe siècle. Eh bien, ça, c'est le conditionnement culturel, mais qu'est-ce qu'on est en train de comprendre à la lumière de la bactériologie moderne? Eh bien, on est en train d'apprendre
qu'en fait, nous avons besoin de microbes. Nous ne pouvons pas vivre sans microbes. Et un sujet d'étude de bactériologistes et immunologistes modernes, ce sont les effets de la privation microbienne. Et en particulier dans une période de la vie, qui est la période de la naissance. C'est une période idéale pour étudier les effets de la privation microbienne. Vous savez qu'il y a un siècle, tous les bébés naissaient au milieu d'une grande diversité de microbes familiers. C'était comme ça, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, pratiquement tous les bébés naissent au milieu de microbes qui ne sont pas familiers pour la mère, et le milieu microbien manque de diversité. Alors pourquoi est-ce important de souligner cette différence à la lumière de ce que nous apprenons aujourd'hui sur les besoins en microbes? Pourquoi est-ce important? Pour comprendre à quel point c'est important, il faut rappeler les particularités du placenta humain. Le placenta humain a une structure spéciale. Je ne veux pas entrer dans les détails, une structure hémochorionique, ça n'a pas d'importance. Mais le placenta a une structure spéciale qui fait qu'il transfère très facilement au fœtus les anticorps de la mère, qu'on appelle les IgG. Ils sont dans l'espèce humaine, ils sont transférés très facilement au fœtus. À tel point que quand un nouveau-né humain naît, il a les mêmes anticorps que sa mère. Quelle différence avec les autres mammifères? Il y en a peut-être parmi vous qui connaissent bien des mammifères non humains. Ils comprennent la différence. La grande différence, c'est que, prenez un petit veau par exemple, un petit veau n'a pas reçu d'anticorps de sa mère avant de naître. C'est une question de structure du placenta. La plupart des mammifères n'ont pas reçu d'anticorps maternels avant de naître. Ce qui fait que pour le petit veau, par exemple, eh bien, ce qui est absolument vital dès la naissance, c'est l'accès immédiat, facile au colostrum. La première occasion qu'a le petit veau de recevoir du colostrum de sa mère, c'est des anticorps de sa mère, c'est en consommant du colostrum. Pour les petits veaux, pour la plupart des mammifères, le colostrum est au sens strict, est vital. Le petit veau ne peut pas survivre. Ce n'est pas du tout comme dans l'espèce humaine. La preuve, c'est que depuis des millénaires, la plupart des bébés humains ont été privés de colostrum précoce et ont survécu. C'est une grande différence. La grande différence, c'est que le bébé humain naît avec les mêmes anticorps que sa mère. Donc, ce n'est pas aussi urgent pour lui d'avoir les anticorps qui viennent du colostrum. Ces anticorps, bien sûr, sont bénéfiques. Ils viennent du colostrum, ce n'est pas absolument vital. Alors, ça veut dire que dans l'espèce humaine, on ne se pose pas les mêmes questions, on n'a pas les mêmes préoccupations que chez les autres mammifères. Chez les autres mammifères, la préoccupation, c'est accès immédiat, rapide au colostrum. Dans l'espèce humaine, la principale question, principal besoin sur un plan immunologique et bactériologique, le bébé humain, idéalement, le corps du bébé humain, idéalement, doit être colonisé par une grande diversité de microbes familiers. Les microbes familiers, ça veut dire microbes familiers pour la mère. Puisque le bébé a les mêmes anticorps que sa mère, les anticorps qui sont familiers pour la mère sont déjà familiers pour le nouveau-né. Eh bien, le bébé humain, idéalement, a besoin d'être colonisé par une très grande diversité de microbes qui sont familiers pour la mère. Voilà la préoccupation dans l'espèce humaine. Dans l'espèce humaine, la préoccupation, ce n'est pas l'accès immédiat au colostrum. La principale question, c'est dans quelle mesure l'environnement bactériologique est familier au moment de la naissance. Et quelle est sa diversité? Ça, c'est la principale préoccupation. Pourquoi c'est important? Eh bien, c'est parce qu'on sait aujourd'hui que dès les minutes qui suivent la naissance, dès l'heure qui suit la naissance, le système immunitaire du bébé va commencer à être éduqué, va commencer à être programmé par les premiers microbes qui vont occuper le territoire. Donc on peut dire qu'il y a eu
dans l'histoire de la naissance humaine, une révolution récente, énorme, majeure. C'est une révolution sur le plan bactériologique et immunologique. Il y a un siècle, les corps des bébés étaient colonisés par une grande diversité de microbes familiers qui commençaient à éduquer le système immunitaire. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est le contraire. La plupart des femmes mettent au monde leur bébé dans un environnement qui est pauvre sur le plan bactériologique et qui n'est pas familier, avec des degrés, bien sûr, il y a des degrés extrêmes de l'exposition aux antibiotiques dans la période périnatale. Et puis, il y a les bébés qui ne naissent pas par la voie périnéale riche en micro-organismes. Il y a les bébés qui naissent par césarienne dans l'environnement stérile d'une salle d'opération. Donc voilà le contraste extraordinaire, la révolution extraordinaire dans l'histoire de la naissance du bébé humain, elle se situe sur le plan bactériologique et immunologique. Le système immunitaire des bébés humains, maintenant, ne commence plus à être éduqué de la même façon. Cela soulève des questions, cela suggère que probablement, dans l'avenir, eh bien, il y aura une incidence croissante de dérégulation du système immunitaire. Dérégulation du système immunitaire, ça veut dire mauvaise santé, on pourrait dire, mais ça fait penser surtout aux maladies allergiques, atopiques, et maladies auto-immunes. Vous direz, elles sont déjà plus fréquentes, ces maladies, mais ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'études épidémiologiques auxquelles on n'a guère pensé jusqu'à présent, parce qu'on ne pense pas à la structure du placenta, parce qu'on ne pense pas encore en termes de bactériologie. On a besoin d'études épidémiologiques démontrant que l'incidence croissante de dérégulation du système immunitaire est liée à l'environnement bactériologique à la naissance. Jusqu'ici, on n'a pas beaucoup pensé à ces études. Je ne connais qu'une seule étude, qui est un prototype d'études qu'on peut attendre. Ce n'est pas par hasard que c'est une étude hollandaise faite en 2005, à une époque où en Hollande, le taux de naissance à domicile était encore d'environ 25%, donc il y a des études qui étaient faciles là-bas. Je vais résumer, c'est très simple. Ils ont étudié les risques d'allergie et d'asthme chez des enfants de 7 ans, tous nés par voie vaginale, tous nés par voie vaginale, mais la moitié née à la maison, l'autre moitié née à l'hôpital. Eh bien, parmi les bébés nés à la maison, les risques de maladies allergiques atopiques étaient significativement plus faibles que parmi ceux qui étaient nés à l'hôpital par voie vaginale. Donc, on ne peut pas conclure sur une étude, mais voilà le prototype d'études inspirées par ce que nous apprend aujourd'hui, ce que nous apprennent aujourd'hui l'immunologie et la bactériologie. Bon, ce qu'il faut retenir de tout cela, une fois de plus, c'est une contradiction, une distance entre notre conditionnement culturel et ce que nous apprennent les disciplines scientifiques émergentes. D'un côté, les microbes sont des ennemis, jusqu'ici c'était comme ça, et puis d'un autre côté, bien, on étudie les effets négatifs de la privation microbienne dans certaines situations, en particulier dans la période de la naissance. Alors on pourrait continuer comme ça pendant longtemps, parce qu'il y a beaucoup de disciplines scientifiques émergentes, à évolution rapide, qui nous obligent à complètement transformer nos conditionnements. Mais je vais terminer par un exemple. C'est comment la physiologie moderne nous permet de comprendre le processus de l'accouchement. Et là encore, comment la physiologie moderne peut nous conduire à reconsidérer notre conditionnement culturel. Pour les physiologistes modernes, le processus de l'accouchement est un processus involontaire. Quand les physiologistes étudient un processus involontaire, eh bien, ce qu'ils cherchent à identifier, ce sont les possibles facteurs d'inhibition. Les physiologistes cherchent à savoir quels sont les facteurs qui peuvent inhiber ce processus involontaire. Ils ne cherchent pas à aider un processus involontaire. Ils savent qu'on ne peut pas aider un processus involontaire. C'est une règle générale en physiologie, mais
c'est important d'identifier des facteurs d'inhibition. Eh bien, lorsqu'on pense comme les physiologistes, à propos du processus de l'accouchement, type même du processus involontaire, puisqu'il est sous le contrôle de structures archaïques primitives, c'est un processus involontaire, la grande question, c'est d'identifier de possibles facteurs d'inhibition. Qu'est-ce qui peut gêner ce processus involontaire? Et quand on pense comme les physiologistes, le mot-clé, c'est protection. Quand on pense comme le physiologique, on ne cherche pas à aider, on se demande comment protéger contre les facteurs d'inhibition. Et la physiologie moderne nous indique contre quel genre de facteurs d'inhibition le processus de l'accouchement peut éventuellement être protégé. Le mot-clé étant toujours protection. Il y a toutes les situations associées à des augmentations des taux d'adrénaline, par exemple le fait qu'il fasse froid, le fait qu'on ait peur, etc. Mais, puisque nous parlons de l'espèce humaine, je voudrais mettre l'accent sur des facteurs d'inhibition qui sont essentiels dans l'espèce humaine, et qui sont même des clés pour comprendre la nature humaine. Ça m'oblige à rappeler ce qui caractérise l'être humain. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'être humain est différent des autres. Tout à l'heure, on en a déjà introduit une, ce sont les structures du placenta, c'est important de savoir ça. Placenta humain spécial, il laisse passer, il emmène les anticorps au bébé, ça c'est spécial. Mais il y a un autre organe dans l'espèce humaine qui est très spécial, c'est le cerveau. Cerveau humain spécial, pourquoi? C'est évident, parce qu'on a développé dans notre espèce, à un degré extrême, cette partie du cerveau qu'on appelle le néocortex, le nouveau cerveau. Penser que génétiquement parlant, nous appartenons à la famille des chimpanzés. Génétiquement parlant, nous sommes des chimpanzés. Mais notre cerveau est 3 fois plus volumineux. Notre néocortex est 3 fois plus volumineux, 3 fois plus développé. Ça, c'est une caractéristique humaine. Eh bien, pourquoi est-il important de rappeler cela? Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, on a une nouvelle compréhension des fonctions du néocortex. Jusqu'à une date récente, on considérait ce néocortex, ce cerveau qui est si développé dans l'espèce humaine, ce cerveau qui nous permet de faire des mathématiques, de développer des moyens sophistiqués de communiquer. En ce moment, ce que je dis, on l'entend à Buenos Aires. Jacques Hiller est à Buenos Aires, elle nous entend. Il n'y a que l'être humain qui peut développer tels moyens sophistiqués de communiquer. On peut envoyer des humains dans la Lune, etc. Et bien, tout ça, c'est parce qu'on a développé à l'extrême, à un degré extrême, ce nouveau cerveau qu'on appelle le néocortex. Eh bien, jusqu'à une date récente, on considérait le néocortex avant tout comme un outil. C'était un outil qui nous renseigne, qui renseigne nos fonctions physiologiques, qui renseigne nos fonctions physiologiques vitales sur l'espace, le temps, qui favorise la communication, etc. Jusqu'ici, on présentait le néocortex avant tout comme un outil. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bon, tout ça, c'est une nouvelle perspective qui nous vient des neurophysiologistes, qui étudient les inhibiteurs, les neurotransmetteurs inhibiteurs, oubliez les détails. Ce qu'on est en train de bien comprendre aujourd'hui, c'est que dans certaines situations, le néocortex, au lieu d'être un outil, est un agent inhibiteur. Le néocortex peut obscurcir certaines fonctions physiologiques humaines. C'est comme si on pourrait dire, puisque jusqu'à présent on considérait le néocortex comme un outil au service de fonctions physiologiques, on pourrait dire que dans certaines situations, l'outil devient le maître. Le néocortex prend le contrôle. C'est le contexte d'inhibition néocorticale. Alors ce concept d'inhibition néocorticale, c'est une clé pour comprendre la nature humaine en général
et pour comprendre le processus de l'accouchement en particulier. En particulier, c'est la clé pour tout comprendre. Le concept d'inhibition néocorticale. Quand le néocortex, le cerveau logique rationnel, prend le contrôle, obscurcit des fonctions physiologiques. Alors, pour bien comprendre cela, il ne faut pas immédiatement parler de l'accouchement. Il est préférable, pour bien clarifier ce que ça signifie, d'évoquer d'autres fonctions physiologiques qui peuvent être obscurcies par l'activité néocorticale. On a déjà eu l'occasion d'évoquer le sens de l'odorat, qui est très prononcé chez le bébé humain, dont le néocortex n'est pas encore très développé. Eh bien, le sens de l'odorat, c'est une bonne occasion de faire comprendre ce que c'est que l'inhibition néocorticale. Et pour ça, je vais évoquer une expérience extrêmement simple qui a été faite en Israël, une expérience sophistiquée, publiée dans des journaux scientifiques qui font autorité. Passons sur les détails, elle est très facile à résumer. Les conclusions sont faciles à comprendre. Si vous buvez un verre de vin, après cela, votre sens de l'odorat est plus aigu. Qu'est-ce qui se passe quand vous buvez un verre de vin? Vous réduisez l'activité néocorticale. Vous réduisez le contrôle néocortical. Et votre sens de l'odorat est plus aigu et plus fort. C'est aussi simple que ça. Mais c'est une bonne façon de comprendre ce que c'est que l'inhibition néocorticale. Je vais donner un autre exemple pour faire comprendre ce que c'est que l'inhibition néocorticale. Je le répète, la clé pour comprendre la nature humaine, c'est ça. Eh bien, un autre exemple, c'est la fonction de natatoire, la capacité de nager. Souvent, on se demande, mais comment se fait-il que tous les mammifères savent nager? Mais pas les humains. Si vous jetez une vache à la rivière, elle saura nager. Votre chien sait nager. Mais un être humain, s'il n'a pas eu un maître nageur, s'il n'a pas appris une technique, si vous le jetez à la rivière, il va se noyer. C'est bizarre, c'est le seul. C'est une particularité humaine chez les mammifères. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, en réalité, ce n'est pas si simple que ça. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous immergez un nouveau-né humain, il ne va pas se paniquer, il va garder les yeux ouverts et il va avoir des mouvements natatoires parfaitement coordonnés qui lui permettront d'atteindre le bord du bassin, etc. etc. Il a des parfaits comportements natatoires. Mais ça ne va pas durer longtemps. Après quelques semaines, peut-être quelques mois, le même bébé immergé va se paniquer. Et si on ne vient pas à son secours, il va se noyer. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le néocortex s'est développé. Et à partir d'un certain degré de développement du néocortex, certains comportements archaïques, comme le comportement de natation, sont obscurcis par l'activité néocorticale. Alors, après cela, bien sûr, les humains peuvent nager, mais à condition qu'ils apprennent une technique. Il y a beaucoup de techniques qui ont été développées, surtout au XXe siècle. Et après, ayant appris une technique, les humains peuvent nager, mais avec des mouvements respiratoires et musculaires parfaitement contrôlés, involontaires, volontaires et contrôlés. Donc voilà, la fonction natatoire, c'est une autre façon de comprendre ce qu'est l'inhibition néocorticale, qui jusqu'à présent n'est pas tellement comprise dans les milieux médicaux, à part chez les psychiatres, qui savent très bien certaines maladies mentales, en quelque sorte. Dans certaines maladies mentales, les sujets ont un déficit de contrôle néocortical, un manque d'inhibition néocorticale, ce qui fait qu'ils se comportent de façon qui ne sont pas culturellement acceptables. Donc ça, c'est compris de la psychiatrie. Il y a d'autres médecins spécialisés qui, sans utiliser le terme d'inhibition corticale, en ont une connaissance empirique.
Un exemple, ce sont les urologues. Imaginez un urologue en face d'un vieux monsieur qui sans doute a une grosse prostate. L'urologue ne demandera jamais à ce monsieur « Faites pipi devant moi, je veux voir la puissance de votre jet urinaire ». L'urologue ne fera pas cela parce qu'empiriquement, il comprend, il connaît le concept d'inhibition néocorticale. Il sait que si l'homme se sent observé, se sentir observé, c'est une stimulation néocorticale, il ne pourra pas faire pipi comme d'habitude. Donc c'est connu empiriquement dans certaines disciplines médicales. C'est connu empiriquement d'une façon générale, ce concept d'inhibition néocorticale. J'ai donné un exemple qui touche à la vie de reproduction humaine, mais pas à propos de l'accouchement. Imaginez un couple en train de faire l'amour. Ils sont dans un état pré-orgasmique. Et soudain, la femme dit à son partenaire « Qu'est-ce que tu veux manger pour dîner ?» C'est une stimulation néocorticale qui peut interférer avec les fonctions physiologiques. Voilà une fonction de comprendre ce concept essentiel quand on parle de l'espèce humaine. Ce qui nous différencie de pratiquement tous les autres mammifères, c'est que certaines fonctions physiologiques sont obscurcies par l'activité néocorticale. Eh bien, après ce rappel, il devient extrêmement facile de parler de l'accouchement dans l'espèce humaine. Jusqu'à présent, il y a des théories dominantes pour expliquer pourquoi dans l'espèce humaine, les accouchements ont la réputation d'être difficiles. Jusqu'à présent, dans les livres, dans les traités académiques, on donne toujours des explications mécaniques. On nous fournit des dessins, on nous dit regardez la forme, la dimension du placenta, du pelvis maternel, du squelette maternel, comparé avec les dimensions, la forme de la tête du bébé. L'accouchement ne peut pas être facile pour des raisons mécaniques. Et on s'en arrête là, c'est tout. C'est ce que vous lisez partout jusqu'à présent. Pour des raisons mécaniques et morphologiques, l'accouchement est difficile dans l'espèce humaine. Si la principale raison de difficulté d'accouchement dans l'espèce humaine était mécanique, comment expliquer des anecdotes? Et certaines d'entre vous, je suis persuadé, ont de telles anecdotes. Par exemple, le cas d'une femme qui, morphologiquement, et comme tout, n'a rien de particulier, absolument rien de particulier, et puis cette femme met au monde son premier bébé en 10 minutes, avant presque d'avoir le temps de réaliser qu'elle est en travail. Il y a des anecdotes comme ça de femmes qui accouchent très vite, très facilement. Autrefois, au Moyen-Âge, on l'appelait les pondeuses d'enfants, ça a toujours été connu. Alors que d'autres femmes qui, morphologiquement, sont apparemment semblables, elles ont besoin d'une césarienne après 48 heures de travail difficile. Ce n'est pas la morphologie, ce n'est pas la mécanique qui explique ces différences. Ce qui explique ces différences, c'est la puissance du néocortex humain. C'est le fait que le néocortex peut obscurcir des fonctions physiologiques humaines. La clé, c'est le concept d'inhibition néocorticale. Alors, quand on en arrive à ce stade, il devient facile d'analyser la solution que la nature a trouvée pour rendre l'accouchement possible et même éventuellement facile dans notre espèce. C'est une solution très simple. Le néocortex doit se mettre au repos. Accoucher, ce n'est pas le travail du néocortex. Accoucher, c'est le travail du cerveau primitif, du cerveau acadie, du cerveau primitif. Ce n'est pas le travail du cerveau qui pense. Le néocortex, le cerveau logique, le cerveau qui pense, il faut qu'il se mette au repos. C'est ce qui permet l'accouchement dans l'espèce humaine et qui permet même éventuellement qu'il soit facile. Alors, je suis persuadé que certains d'entre vous, même en 2017, peuvent comprendre facilement cette solution que la nature a trouvée pour rendre l'accouchement possible et potentiellement facile dans notre espèce. Certains d'entre vous savent que quand une femme accouche facilement, rapidement, il y a un moment où elle donne l'impression de s'être coupée du monde. Elle ne s'intéresse plus à ce qui se passe autour. Elle n'est plus dans notre monde, elle est ailleurs. Elle oublie ce qu'elle a lu dans les livres. Elle oublie tout ce qu'elle a appris. Elle oublie ses plans.
elle se comporte d'une façon qui, habituellement, serait considérée comme inacceptable de la part d'une femme civilisée. Une femme en plein travail peut oser crier, jurer. J'ai une anecdote qui me paraît très significative. C'est une femme civilisée en plein travail qui a mordu la sage-femme. Mordu la sage-femme, c'est un excellent signe de réduction du contrôle néocortical. Et bien entendu, ça a été associé avec un accouchement rapide et facile. Ça ne veut pas dire que les femmes en travail doivent mordre la sage-femme. Non. Mais ça permet de comprendre ce que c'est que la réduction du contrôle néocortical. Et puis, quand il n'y a pas de contrôle néocortical, les femmes en travail, par elles-mêmes, trouvent des postures, des positions bizarres, inattendues, imprévues, souvent primitives, quadrupédiques, mammaliennes, etc., etc. Eh bien, quand vous êtes dans une situation comme ça, c'est un autre détail que je pourrais en donner d'autres. J'ai plusieurs anecdotes, et peut-être certains d'entre vous en ont aussi, de femmes en plein travail qui se plaignaient d'odeurs que personne d'autre ne pouvait percevoir. Eh bien, percevoir des odeurs que les autres ne peuvent pas percevoir, c'est un bon signe de réduction de l'activité néocorticale. Souvenez-vous de l'expérience qui consiste à faire boire du vin et après votre sens de l'odorat est plus fort. Eh bien, quand une des femmes en plein travail qui se plaignent d'odeurs, mais personne ne peut les percevoir. Donc, c'est un bon signe aussi, ça, de réduction de l'activité néocorticale. Bien, voilà la solution que la nature a trouvée pour rendre l'accouchement facile dans notre espèce. Eh bien, attendez, on va... Ça y est, ça va? Ça va, c'est réglé, bon, c'est bien. Eh bien, lorsqu'on a compris cette solution que la nature a trouvée, ça devient aussi facile de comprendre quels sont les besoins de base de la femme qui accouche. Ça veut dire que de quoi a besoin la femme qui accouche? La femme qui accouche a avant tout besoin d'être protégée, et on en revient au mot-clé, protection. Le mot-clé, c'est protection. Quand on pense comme les physiologistes, le mot-clé, c'est protection contre tout ce qui peut stimuler le néocortex. Alors, qu'est-ce qui peut stimuler le néocortex? Il faut le rappeler, pour pouvoir protéger la femme qui accouche contre toutes ces stimulations. Bien entendu, il y a d'abord le langage. Le langage est perçu par le néocortex. Ça veut dire que quand une femme est en travail, le principal ennemi, c'est le langage. Le besoin de base, c'est le silence, c'est le langage. Autre stimulant du néocortex dont on comprend de mieux en mieux l'importance aujourd'hui, c'est la lumière. Jusqu'à une date récente, c'était encore empirique de dire qu'une femme peut être gênée par la lumière quand elle accouche. Aujourd'hui, c'est différent. On a déjà eu l'occasion de parler de la mélatonine, du fait que les nouveau-nés, habituellement, ont dans leur sang de la mélatonine, hormone de l'obscurité. Eh bien, on sait aujourd'hui que la mélatonine, l'hormone de l'obscurité, c'est une hormone essentielle de l'accouchement, qui travaille en synergie, qui travaille avec l'ocytocine à plusieurs niveaux. Là, nous parlons de l'activité néocorticale. Bien, la mélatonine travaille en synergie avec l'ocytocine au niveau du néocortex. La mélatonine permet de réduire l'activité néocorticale. D'ailleurs, vous le savez empiriquement, ce soir, quand vous serez prête à vous endormir, eh bien, pour réduire votre activité néocorticale, probablement, vous éteindrez la lumière. Vous éteindrez la lumière, vous faciliterez la libération de mélatonine. J'élargis un tout petit peu le sujet pour dire qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des récepteurs utérins à la mélatonine. L'utérus même est sensible à l'hormone de l'obscurité. Et ces récepteurs utérins à la mélatonine travaillent en synergie, travaillent avec les récepteurs à l'ocytocine. C'est une diversion. C'est une diversion pour dire que quand on comprend qu'une femme qui accouche a avant tout besoin d'être protégée
contre tout ce qui pourrait stimuler son néocortex, eh bien on commence par parler du langage et de la lumière. Mais il faut élargir le sujet et on peut dire qu'elle a besoin d'être protégée contre toute situation qui peut stimuler l'attention. À chaque fois que notre attention est stimulée, notre néocortex est stimulé. Par exemple, se sentir observé. Quand on se sent observé, on s'observe soi-même. J'observais comment vous croisez les mains devant vos jambes, votre posture, etc., etc. Depuis que je vous observe, vous vous sentez différente. Je sens que vous êtes différente. Votre visage a un petit peu changé de couleur, etc., etc. Se sentir observé, c'est une stimulation néocorticale. C'est une stimulation de l'attention, attention à soi-même. Et puis, on peut dire que toute la perception d'un danger possible fait partie des situations qui obligent à faire attention. C'est une façon parmi d'autres de dire qu'un besoin de base des femmes qui accouchent, c'est de se sentir en sécurité. On arriverait à la même conclusion en parlant de l'adrénaline, par exemple. Mais là, nous parlons de l'activité néocorticale qui est tellement importante dans l'espèce humaine. Donc l'important, finalement, c'est de comprendre le concept d'inhibition néocorticale. C'est l'essentiel pour comprendre la nature humaine. C'est une clé pour comprendre la nature humaine. Et c'est une clé pour comprendre, en particulier, la physiologie de l'accouchement. Et là encore, c'est une occasion de remettre en cause, de réaliser le contraste entre ce que nous apprend la perspective physiologique et ce qu'est notre conditionnement culturel. Vous savez que la socialisation de l'accouchement a commencé il y a plusieurs millénaires à la révolution néolithique, avec la domination de la nature. La domination de la nature comprenait l'agriculture, l'élevage, et puis le contrôle, la socialisation, l'organisation, la régulation des processus physiologiques humains liés à la reproduction. On a organisé la reproduction humaine, comment s'accoupler, etc., etc. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé la socialisation de l'accouchement. Et à partir de ce moment-là, eh bien, petit à petit s'est développé un conditionnement culturel qui, avec des variantes, etc., qui atteint son maximum récemment. Et les bases de notre conditionnement culturel, c'est qu'une femme n'a pas le pouvoir d'accoucher par elle-même, on pourrait dire. Elle a besoin d'interférences culturelles. Alors, on n'a pas le temps de développer cela, c'est un sujet énorme, mais il suffit d'analyser le vocabulaire. Quand on pense comme le physiologiste, il y a un mot-clé, c'est protection. Mais quand on évoque notre conditionnement culturel, les mots-clés concernent toujours une autre personne que les deux acteurs obligatoires pendant l'accouchement. Pendant l'accouchement, les deux acteurs obligatoires sont la mère et le bébé. C'est les deux acteurs obligatoires. Mais les mots-clés concernent toujours le rôle actif de quelqu'un d'autre. Tous les mots-clés sont toujours des variantes du mot aider, guider, etc. C'est notre conditionnement culturel. Une femme n'a pas le pouvoir d'accoucher par elle-même. Donc aujourd'hui, on a atteint les limites en quelque sorte de la domination de la nature. Dans tous les domaines, on atteint les limites de la domination de la nature. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire que comment reconsidérer nos conditionnements, eh bien, la seule source, la seule façon efficace, apparemment, c'est ce que nous apprennent des disciplines scientifiques émergentes à développement rapide. Et quand on parle de l'accouchement, par exemple, toutes les branches de la physiologie, il n'y a que cela qui peut permettre de remettre en cause nos façons de penser, le paradigme dominant, notre façon de penser, avec le mot-clé protection. Or, ce n'est pas du jour au lendemain. On peut accepter le mot-clé protection, c'est remettre tout en cause, mais il est nécessaire de remettre tout en cause. Aujourd'hui, on pourrait dire que quel que soit le sujet, on atteint les limites de la domination de la nature. On pourrait dire, quel que soit le sujet, la domination de la nature a commencé avec la révolution néolithique, il y a à peu près 10 000 ans, l'agriculture, l'élevage, etc. Et puis là, on atteint les limites. On atteint dans tous les domaines. L'action sur les climats, n'importe quoi, on atteint les limites de la domination de la nature. C'est comme si on était au bord du précipice. C'est comme si aujourd'hui il fallait changer de direction.
changer de direction. Et c'est la même chose pour l'accouchement. On atteint les limites. Aujourd'hui, à l'échelle planétaire, le nombre de femmes qui mettent au monde le bébé et le placenta grâce à la libération de ce que l'on considère maintenant comme un cocktail d'hormones de l'amour, ce nombre est devenu insignifiant. À l'ère des perfusions d'ocytocine synthétique, des césariennes faciles, il n'y a plus beaucoup de femmes qui mettent au monde leur bébé avec un cocktail d'hormones de l'amour. Aujourd'hui, le nombre de bébés dont le système immunitaire est éduqué dès la naissance grâce à la colonisation de leur corps, par une grande diversité de microbes familiers pour la mère, ce nombre est devenu insignifiant. On a atteint les limites de la domination de la nature. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a atteint les limites? Il faut changer de direction. Et ça, c'est la raison d'optimisme, aujourd'hui, c'est ce que nous apprend la physiologie. Elle nous offre l'occasion de changer de direction. C'est pas facile, c'est difficile. Quelles que soient les menaces auxquelles l'humanité doit faire face aujourd'hui, on peut dire que théoriquement, on peut proposer des solutions. Mais ces solutions sont, en règle générale, culturellement inacceptables. On ne les accepte pas. Ou elles sont utopiques ou inacceptables, quel que soit le sujet. On sait ce qu'il faudra faire, mais ce n'est pas possible. Non. On sait qu'il faudra arrêter d'utiliser les énergies fossiles, mais on ne peut pas faire ça. On en est là aujourd'hui. C'est la même chose pour l'accouchement. Il faut aujourd'hui oser remettre en cause notre conditionnement en ce qui concerne la naissance, l'accouchement dans l'espèce humaine. Et la base, la possibilité, ce qui s'offre à nous, c'est de comprendre, d'analyser le concept d'inhibition néocorticale et le mot-clé protection, pour mettre de côté tous les mots qu'on utilise actuellement pour parler de l'accouchement, des besoins de la femme qui accouche, tous ces mots-clés. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors, on pourrait dire que peut-être aujourd'hui, accepter les solutions que nous offre la science moderne, c'est utopique. Mais utopique ne veut pas dire impossible. Merci.